RCF. Des souris et des hommes. Jean Pouly. Jean Pouly, bonjour. Bonjour. Il y a 2 jours du deuxième tour des municipales, on parle de l'élu 2.0. Va-t-on vers une version 2 de la politique ? Mais écoutez, c'était effectivement l'occasion rêvée pour aborder cette question qui touche non seulement nos élus, mais aussi tous nos concitoyens qui sont préoccupés par les enjeux économiques, éducatifs ou culturels du numérique, et dont la nature même de la relation avec leurs élus est en jeu. Nous le savons, l'air du temps n'est pas très tendre avec les politiques en ce moment, même si les élus locaux comme le maire gardent encore une bonne cote de confiance auprès des citoyens. Mais au-delà de ce désamour profond, de cette défiance, sans aucun doute accentuée par la crise économique et ses conséquences, je me suis interrogé sur l'évolution du lien qui unit l'élu à ses concitoyens et sur l'impact de la révolution numérique sur cette relation. Et puis, il m'a semblé important de voir aussi de quelle façon les élus faisaient face aux nouveaux enjeux du numérique sur leur territoire et à l'évolution des services et des compétences traditionnelles de leur mandat. Quel est le degré de connaissance du numérique chez les élus français ? Bien, c'est sans doute la première question qui fâche. Pour comprendre, et même si cette grille de lecture ne doit pas être exclusive, il suffit de prendre connaissance de la pyramide des âges de nos élus. Dans une étude comparative assez récente avec l'Allemagne, l'Espagne, la Suède et la Slovénie, le Centre d'analyse stratégique pointait que notre Assemblée nationale est caractérisée par un âge médian supérieur à celui de tous les autres pays étudiés, soit environ 60 ans en 2010, avec une surreprésentation des 51-60 ans et des 61-70 ans. Pas vraiment des natifs du numérique. Alors globalement, au-delà de l'âge, on peut dire que le numérique commence vraiment et enfin à constituer un enjeu important pour les élus, mais que nous sommes très en retard par rapport à de nombreux pays. N'oublions pas qu'il subsiste dans notre culture un vieux fond de technophobie, voire même de technoscepticisme, et que notre Minitel national, qui constituait dans les années 80 un formidable atout, s'est transformé en boulet et finalement a retardé le développement d'Internet en France jusqu'à une période assez récente. Et les TIC, comme on les appelait, étaient considérés un peu comme une nouvelle mode par les élus, un gadget et au mieux une infrastructure de télécommunication, rarement un élément structurant d'une politique publique. Tenez-vous bien, il a fallu attendre quand même 2007 pour avoir un secrétaire d'État, même pas un ministre, au numérique, soit de près de 15 ans après le début d'Internet, alors que de très nombreux pays, souvent en développement ou même émergents, ont intégré cette dimension numérique dans leur politique publique. Et quels sont les enjeux numériques et donc quelle politique publique numérique pour nos villes, nos régions et notre pays ? Alors, le numérique étant par nature transversal, j'en parle souvent, les enjeux de politique publique sont partout. Désormais, et c'est souvent le point d'entrée principal, c'est le développement de l'économie numérique qui est un enjeu stratégique, parce que c'est un enjeu industriel structurant, bien sûr, un défi pour l'emploi. Alors, les institutions publiques, les collectivités, les services de l'État, les institutions, les banques publiques, cherchent à aider les startups à se développer, à se financer, à se vendre à l'international. Il y a aussi de nombreuses politiques publiques pour développer les infrastructures de très haut débit universel, c'est-à-dire un peu partout en France, pas simplement dans les grandes villes, et à bas prix, pour permettre un aménagement équilibré du territoire, mais aussi un développement de l'éducation numérique à l'école et dans les universités, un soutien aux industries culturelles dans leur transition numérique, comme la presse par exemple, au secteur des jeux vidéo, de la musique, un effort aussi plutôt timide, mais pour soutenir le télétravail et le coworking, et enfin un chantier immense pour dématérialiser un ensemble de services et de procédures administratives qui permettent plus d'efficacité, de rapidité pour nos concitoyens. Par exemple, payer ses impôts ou la cantine sur Internet, pouvoir payer le parking par SMS, c'est en train de venir, accéder aux archives municipales à distance, réserver un emplacement de parking quand on déménage à l'avance. Plus largement, en fait, ces sujets rejoignent ceux de la ville intelligente, la fameuse ou la fumeuse Smart City dont nous avions déjà parlé. Et puis, un dernier enjeu, c'est récemment invité dans le débat, la question de l'ouverture des données publiques à travers le mouvement de l'open data, qui, nous l'avions vu, est source de nombreuses innovations de services et créateur d'activités économiques. Alors, la bonne nouvelle, c'est le think tank qui s'appelle Renaissance numérique, qui observe un petit peu les politiques publiques numériques, qui a montré que dans ces élections municipales, le numérique est présent à 60% dans les programmes municipaux cette année. Et on constate que d'anciennes propositions issues de la société civile, comme par exemple des zones de Wi-Fi public, des guichets de services numériques, des applications mobiles citoyennes, etc., sont maintenant au programme.
Et justement, de quelle façon le numérique peut aussi jouer un rôle dans le renouvellement démocratique? Est-ce qu'on peut parler de démocratie numérique ou d'élus 2.0? Non, vous savez, ce terme très à la mode 2.0 correspond dans son origine à la version 2 d'un logiciel. Mais il désigne aussi la révolution du web social, celui qui inverse la pyramide de la diffusion de l'information et donc du pouvoir, permet à chacun d'être producteur et acteur de l'Internet et introduit donc une notion de réseau et de transversalité. Ce qui, par extension, signifierait qu'une démocratie 2.0 ou une démocratie numérique aurait un tout autre mode d'organisation que celle que nous avons inventée en 1789. Alors en France, nous vivons dans un régime à la fois présidentiel qui est très fort et un système représentatif un peu à bout de souffle, ce qu'explique très bien le sociologue Pierre Rosanvallon dans son ouvrage La légitimité démocratique, où il décrit justement des modes de représentativité nouvelles issus du bouleversement de la société de l'information. Et c'est sans doute cela qui est vraiment en jeu. Les citoyens ne se sentent plus représentés par leurs élus, mais est-ce qu'une question d'âge du capitaine, comme je l'ai dit, ou d'intégrité de certains? N'y a-t-il pas aussi une nouvelle forme de démocratie à inventer qui s'appuierait davantage sur l'expertise et la participation concrète des citoyens à la vie de la cité? Alors à l'heure de la société de l'information et de la connaissance, de la mise en réseau globale où l'information circule largement et librement, il est sans doute temps d'inventer une démocratie en réseau, plus participative, plus décentralisé aussi, ce que John Husband décrit parfaitement dans son concept de Wire-Archy, dont nous avions aussi parlé, une organisation en réseau qui rebat les cartes du pouvoir et qui remet le peuple au cœur de son exercice. Merci beaucoup Jean Pouly, on vous retrouve sur internet, bien sûr, rcf.fr.